Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 13 septembre 2019, les menaces de la Fédération des enseignants du Sénégal, la FEDER qui veut la tête de la ministre de la fonction publique brandit un préavis de grève à quelques semaines seulement de la rentrée des classes. La protection des enfants sur Internet, le portail de signalement lancé ce vendredi, un bouclier dressé contre les prédateurs du monde virtuel. La marche pacifique de Arlunubok, le collectif souligne qu'il ne reculera devant rien pour la transparence dans la gestion des ressources naturelles du Sénégal. C'est devenu banal l'omniprésence des chevaux de trait dans les zones urbaines, le monde urbain qui semble fermer les yeux sur la maltraitance dont ces animaux font l'objet malgré leur utilité dans l'économie du pays. Bienvenue à tous dans un instant le développement. Octobre, date retenue pour la rentrée, l'ouverture des classes au Sénégal. Des menaces planent déjà sur l'année scolaire 2019-2020. La Fédération des enseignants annonce un préavis dès le mois d'octobre. La FEDER qui égrène une série de dénonciations contre le gouvernement, contre les inspecteurs de l'enseignement et même contre leurs propres camarades syndicalistes. La cerise sur le gâteau, la Fédération réclame la tête de la ministre de la fonction publique, Mariam Sarr. Mafal Fall et Oumar Kane. Nous risquons d'assister à un Oubitei Grève-Tei en lieu et place d'un Oubitei Djang-Tei. La FEDER compte déposer un préavis de grève dès le mois d'octobre. La raison, aucune avancée dans le protocole du 17 février, signé avec l'État du Sénégal. Nous voulons également constater avec vous que concernant les points d'accord du protocole signé le 17 février 2014, qui avait pourtant été jugé réaliste et réalisable, il n'y a aucune avancée significative dans la matérialisation. En effet, jusqu'à présent, la majeure partie des enseignants courent derrière leurs actes d'avancement, de titularisation, d'intégration, de validation et de reclassement. La FEDER maintenant compte déposer un préavis de grève qui va couvrir l'année 2019-2020 dès le mois d'octobre. Les inspecteurs, les syndicalistes du G6 et la ministre de la fonction publique ont également subi la furie de la fédération. Plus, les enseignants demandent le départ de Mariam Sarr. Et le gouvernement devait chercher son équipe dans le champ syndical. Ils sont parvenus à avoir des gens avec qui ils vont s'entendre. Malheureusement, ce sont nos collègues, nous sommes désolés, mais c'est eux qui luttent même contre notre élimination totale du champ syndical. Ils ne peuvent pas le faire. L'autre point qu'on va rajouter par rapport à ça, c'est les inspecteurs de l'éducation qui ne jouent pas leur rôle. Puisque normalement, ils doivent se constituer en syndicat. Puisque pourquoi? C'est eux qui vont inspecter les instituteurs et les professeurs qui doivent avoir leur CAP et leur diplôme. S'ils ne le font pas, ça pose problème. Eux aussi, ils font partie de ce qui bougit la carrière des enseignants que nous défendons. Madame le ministre, Mariam Sarr, qui ne maîtrise rien dans son département, elle est inefficace et ne répond en aucune correspondance. Nous demandons, la FEDER demande son départ. Il est temps. Ousmane Diallo et ses camarades n'ont pas manqué de condamner l'attitude du gouvernement du Sénégal sur l'affaire du voile à la Sainte Jeanne d'Arc. Il faut que force reste à la loi et que cette situation ne se renouvelle plus jamais. Il faut que le MEN, c'est-à-dire le ministre de l'Éducation nationale, sache que l'éducation nationale est du domaine de la souveraineté. Ainsi, la FEDER exige des autorités de la République de faire appliquer la loi dans toute sa rigueur et d'appeler les différentes parties au calme et à la sérénité. À quelques semaines de la rentrée scolaire, la Fédération des enseignants du Sénégal tape sur la table et brandit un préavis de grève. C'est reparti pour un nouveau bras de fer entre l'État et les enseignants.
Le nouveau lycée de Sédhiou, dénommé Bala Moussa Daffé. Bala Moussa Daffé a été maire de la ville pendant 19 ans. Il est très ému d'avoir été choisi de son vivant. Âgé de 79 ans, il fut à 2 reprises ministre de la Recherche scientifique et de la technologie sous Abdou Diouf, ministre conseiller sous Wade. Il a été également député du PACAO durant de longues années. Bala Moussa Daffé est professeur agrégé de pharmacie. On écoute sa réaction au téléphone de Hassan Gueye. C'est le plus grand honneur qui m'a été fait du fonction ministérielle, député, être honoré de mon vivant. Grâce aux populations de Sédhiou, grâce au président Macky Sall, de mon vivant, je ne connais pas beaucoup d'hommes politiques qui aient bénéficié de cette confiance des populations. Vraiment, c'est presque, je ne dis pas, personne ne fera jamais l'unanimité. Mais c'est une proposition venant des populations, puisque c'est la communauté scolaire du lycée, les étudiants, les élèves du lycée qui ont initié, qui ont demandé au conseil départemental de Sédhiou, dont je suis encore élu, je suis conseiller départemental, moi je n'ai pas assisté à la délibération, approuvé par le préfet, remonté par les autorités académiques, jusqu'au ministère de l'Éducation nationale, qui a fait un rapport bien sûr positif de présentation au président, la signature du président. Enfin, le décret vient d'être, puisque ça a été initié depuis 2017, fin 2017. Vraiment, j'en suis heureux, j'en suis fier. Je crois que pour avoir été 40 ans au service des populations de Sédhiou et 19 ans maire de Sédhiou, beaucoup de gens pensent que je le mérite et que peut-être je mérite même plus. En tout cas, moi, c'est le fait d'être que ce soit fait de mon vivant qui me touche le plus. Je voudrais remercier bien sincèrement le président de m'avoir fait le plus grand honneur. En tant qu'homme politique vivant, vraiment, je ne suis pas sûr qu'il y en ait d'autres. L'émotion exprimée au téléphone de Hassan Gueye, du parrain du nouveau lycée de Sédhiou. Exploitation sexuelle des enfants, la lutte prend forme sur la toile, une plateforme de signalement. L'outil aidera aussi à supprimer les images incriminées. Le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et la protection des enfants avec la cellule d'appui à la protection des enfants et l'ONG IWF ont réfléchi sur comment gagner la bataille justement contre les prédateurs d'Internet. Augustin Mandang, Cheikh Hassan Affal. Le taux de pénétration d'Internet au Sénégal s'élève à 68,49% si l'on se fie à l'ARTP, un taux qui n'a pas que des effets positifs. Il occasionne également la diffusion d'images liées à l'exploitation sexuelle des enfants. Ce sont des choses qui sont parfois très tabous et qui fait qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en parler de façon ouverte. Et aujourd'hui, vous savez que le taux de pénétration d'Internet au Sénégal est très fort et beaucoup d'enfants ont accès à ce formidable outil qu'est l'Internet, mais qui malheureusement a beaucoup de dérives et qui fait que les enfants sont malheureusement la proie de prédateurs qui peuvent avoir accès à ces enfants-là, parfois sous la forme, en se cachant derrière des visages d'enfants et qui peuvent exploiter sexuellement les enfants. Un constat qui est à l'origine de la mise en place de cette nouvelle plateforme. Nous avons voulu, dans le cadre de la stratégie nationale de protection des enfants du Sénégal, mettre à la disposition de tous les enfants sénégalais, mais particulièrement des adultes également, un mécanisme qui puisse permettre à tous les citoyens, quand ils verront un contenu inapproprié sur Internet, de pouvoir faire ce signalement-là. Et grâce à notre partenariat avec The Internet Watch Foundation, de pouvoir partout dans le monde détruire de façon définitive ces contenus non conformes aux droits de l'enfant. Des actions qui seront menées en collaboration avec les forces de l'ordre d'ici et d'ailleurs. La collaboration avec les forces de l'ordre, aussi bien au niveau du Sénégal qu'au niveau d'Interpol, est primordiale. C'est elle qui va permettre de faire des enquêtes. Évidemment, nous sommes associés avec tous les ministères qui sont en charge de ces questions-là. On travaille directement avec les polices, donc les forces de l'ordre de ce pays et les serveurs d'Internet de ce pays pour éliminer les images. Ça nous prend à peu près 24 heures de temps, donc c'est toujours très vite. Et ça, c'est fait parce que le partenariat, c'est grand avec tous les polices et tous les gouvernements du monde qui travaillent avec nous. Au Burundi, où la plateforme existe depuis déjà une année, le bilan est satisfaisant.
Il y a eu un impact qu'on peut dire car on a déjà reçu 14 cas de rapportés à travers ce portail et ça c'est une bonne chose car on se dit que même si c'est un enfant sauvé, ça c'est un impact positif pour nous. La ministre de la Femme qui a présidé la cérémonie de lancement s'est réjouie de l'initiative. Le mouvement Aar Li Nu Bokk, plus que jamais déterminé à garantir la transparence dans la gestion des ressources naturelles au Sénégal, ses membres ont battu le pavé ce vendredi pour rappeler qu'ils ne reculeront devant rien, pour reprendre leurs termes. Ils ont réagi au micro de Marc Targuer. Pour nous, il est inconcevable que ce pays, le Sénégal, soit béni de Dieu, qui l'a doté de zircon, de fer, de pétrole, de gaz, de phosphate, de ressources halieutiques, etc., d'or, et que ce pays-là fasse partie d'un des 25 pays les plus pauvres du monde. Nous trouvons que c'est tout simplement inacceptable. Et c'est justement pour inverser cela qu'il nous semble qu'il faut édifier un rapport de force pour que le président Macky Sall entende la voix du peuple. Ce que nous voulions, c'est de faire en sorte que tous les Sénégalais, hommes et femmes, comprennent qu'il y a des enjeux importants, qu'on sache qu'il y a des ressources, mais que le modèle d'exploitation, les procédures et procédés par lesquels ces ressources ont été données à d'autres n'ont pas respecté les règles appropriées, notamment le code pétrolier et la Constitution. Il ne faut pas attendre qu'on nous appelle à la mobilisation, c'est notre devoir, ce n'est pas seulement un droit, c'est notre devoir en tant que citoyen de venir et de montrer à l'État qu'en définitive, que le pouvoir qu'il détient, il ne le détient que de façon temporaire, que le détenteur du pouvoir initial, c'est le peuple, c'est en fait chaque citoyen pris individuellement. Kër Mbaye Fall, encore sous les eaux de pluie, les maisons sont submergées avec leur lot de dégâts matériels. L'autoroute à péage n'est pas étrangère à ce calvaire aux yeux des habitants. S'y ajoute un réseau d'assainissement inadéquat selon eux. Oumar Bokoum et Boudal Ndiaye, reportage. Après les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours, les populations de la cité Toldiaz de Kër Mbaye Fall sont toujours dans le désarroi. On a perdu tous nos bagages. J'ai perdu 2 chambres à coucher, une télévision, des meubles de coin, plus le frigo aussi et la cuisinière. On voit que ce sont des matériels importés. On peut dire qu'au moins dans cette maison, il y a une vingtaine de millions qui est partie dans l'eau. À chaque fois que les précipitations tombent, on constate que l'eau qui vient du canal, qui est mal fait, le canal du péage, se déverse dans notre quartier. Et ce n'est pas la première fois. Comme dans la plupart des quartiers de la banlieue dakaroise, la pluie a fait plusieurs dégâts matériels à Kër Mbaye Fall. J'ai perdu deux machines ordinateurs, j'ai perdu mon photocopieuse qui coûte 1 500 000, j'ai perdu mes onduleurs, j'ai perdu beaucoup de bases, ça tourne de 3 676 500 francs. 3 millions de francs. J'ai perdu 3 millions de francs CFA et ce n'est pas la première fois. En 2012 également, j'avais perdu 7 millions. La mairie m'avait demandé de faire l'inventaire. Pour ces habitants de la cité Toldiaz de Kër Mbaye Fall, c'est l'autoroute à péage et la canalisation défectueuse qui sont la source de tous leurs maux. Puisque le canal est la source de tous les problèmes, il faut le clôturer entièrement pour que l'eau reste dedans. Que l'on ferme le canal et que l'on augmente la hauteur parce que c'est l'unique responsable. Les populations de Kër Mbaye Fall demandent aux autorités de mettre l'accent sur l'assainissement de la localité. La problématique de l'emploi au Sénégal, concernant notamment les jeunes, le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora ARDN et une compagnie américaine dénommée NU World conjuguent leurs efforts. L'idée consiste à trouver justement de nouvelles formules. Les deux organisations ont signé un partenariat pour mettre en place une plateforme qui permettra aux porteurs de projets de trouver des financements ou tout du moins de bénéficier d'encadrement de la part de mentors. Les explications de Djibril Diallo, il est le PDG de ARDN, il est au micro de Babacar Touré. L'objectif fondamental
est de trouver des façons d'accompagner les jeunes entrepreneurs du Sénégal par un certain nombre de mesures à deux niveaux. D'abord, trouver des financements pour ceux ou celles des entrepreneurs qui ont des projets porteurs. Et deuxièmement, trouver des façons d'accompagner les jeunes par un certain nombre d'activités, à savoir des activités de mentoring, des activités de coaching, des activités de formation de ce type. De nos jours, aux États-Unis d'Amérique, les jeunes entrepreneurs ne vont plus dans des salles de conférence pour présenter leurs projets. Ils veulent être dans un endroit qui est détendu, où ils peuvent avoir à manger, à boire ou même faire du sport, mais en même temps discuter avec des mentors, discuter entre eux sur leurs projets. Donc nous essayons de trouver de nouvelles formules pour faire face à la question, à la problématique de l'emploi des jeunes, dans ce cas précis au Sénégal. Le décès de Ousmane Niantang Diatta, l'ex-chef rebelle du MFDC, rappelé à Dieu hier soir des suites d'une longue maladie. Il était membre actif du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Ndeye Mariam Gueye nous dresse ici son portrait. Décédé la nuit dernière, jeudi 13 septembre, à Nioro où il était en soins, Ousmane Niantang Diatta était le bras droit de César Atoute Badiate, chef du front sud du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, MFDC, avant qu'il ne soit séparé de lui pour monter son propre commandement. L'homme sera alité par une longue maladie. Informé, l'État prend en charge ses frais médicaux et l'évacue en Espagne. À son retour, Niantang change de discours et appelle à la paix en Casamance. Depuis lors, il quitte le maquis et s'installe à Nioro où il est décédé. Ibrahima Amadiémé, membre du groupe de recherche pour la paix en Casamance, témoigne sur le défunt. Je le cite, il était un membre très actif du MFDC armé et était même parmi les chefs les plus marqués lors des dernières décennies de ce mouvement. Ousmane Niantang Diatta fait partie des premiers chefs rebelles qui ont donné leur accord pour négocier avec les autorités étatiques pour le retour de la paix en Casamance. Selon les membres de sa famille, Niantang sera inhumé dans son village natal, Tenlouk, situé dans le département de Bignona. Tunisie d'abord avec le candidat à la présidentielle Nabil Karoui qui reste en prison. Et puis au Nigeria, 22 000 personnes portées disparues selon la Croix-Rouge. Zimbabwe, Robert Mugabe sera inhumé au cimetière des héros nationaux d'Acre. En France, Patrick Balkany, condamné à 4 ans de prison. Un récit de Amago Robert Nyang. Élection présidentielle en Tunisie, l'un des favoris en lice dans cette course électorale, Nabil Karoui, reste en prison. La Cour de cassation tunisienne s'est déclarée incompétente et a donc refusé un recours permettant à l'homme d'affaires d'être libéré. Nabil Karoui est poursuivi pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. Les magistrats ont estimé qu'il n'y avait pas eu vice de forme lorsqu'en juillet, il avait été laissé libre avec interdiction de quitter le territoire. En prison depuis le 23 août, Nabil Karoui demande désormais, sous la pression d'une grève de la faim, à pouvoir voter ce dimanche 15 septembre. Le Nigeria compte le plus grand nombre de personnes portées disparues en raison de conflits dans le monde. C'est ce que révèle le Comité international de la Croix-Rouge, CICR. Elles sont près de 22 000 personnes portées disparues auprès de l'organisme international. La plupart d'entre eux sont des enfants séparés de leur famille pendant les 10 années d'insurrection du groupe islamique Boko Haram. Des familles sont souvent séparées lors des attaques des militants ou sont détenues par les autorités. De nombreuses régions du nord-est du Nigeria restent inaccessibles en raison de l'insécurité actuelle dans le pays. D'autres facteurs tels que l'étendue géographique de la zone touchée ainsi que la capacité limitée de la couverture réseau rendent délicat le processus de réunification. À ce jour, seules 367 personnes disparues ont été retrouvées au Nigeria depuis que le CICR a commencé ses opérations de recherche en 2013. L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, sera finalement enterré au cimetière des héros nationaux d'Accra à Harare, une décision prise après de longues discussions avec la famille de l'ancien président.
Le porte-parole de la famille et neveu de Mugabe, Léo Mugabe, précise tout de même que la date de l'enterrement reste à déterminer. Bien avant qu'il ne soit inhumé, une cérémonie publique aura lieu dimanche au cimetière national de Harare, suivie d'une autre dans son village natal. Pour rappel, Robert Mugabe est décédé à l'âge de 95 ans. En France, le maire de Levallois-Perret a été condamné à Paris pour fraude fiscale à 4 ans de prison. Son avocat a annoncé faire appel du jugement. Patrick Balkany a été condamné ce vendredi pour fraude fiscale à 4 ans de prison avec incarcération immédiate. Son avocat annonce son intention de faire appel. Son épouse et première adjointe Isabelle Balkany a été elle aussi condamnée à 3 ans de prison ferme mais sans mandat de dépôt. Le couple a également été condamné à 10 années d'inéligibilité ainsi qu'à 10 ans d'interdiction de gérer une société. Reportage du jour consacré ce soir à l'aberration qui caractérise le quotidien des chevaux de trait en zone urbaine, utilisés principalement pour le transport des personnes et des biens. Les animaux sont omniprésents dans le paysage urbain de Dakar. Malgré leur apport économique, ils sont souvent maltraités et surtout surexploités par leurs propriétaires. L'on se demande même si l'activité est réglementée. Séléman Diallo, Moustapha Gabar Diop. Cette vidéo, devenue virale en quelques heures, illustre bien le manque de considération envers les chevaux de trait à Dakar. Et pourtant, ils jouent un rôle essentiel dans le transport des personnes et des biens. Un dur labeur qui constitue une source de revenus significative pour les propriétaires de ces chevaux. Dans des villes comme Dakar, Thiès ou Touba, il y a des gens qui gagnent entre 7 000 et 15 000 francs CFA par jour. Rapportez cela à un mois, vous verrez que ça dépasse d'abord le SMIC national, mais ça dépasse même le salaire de certaines couches sociales au Sénégal. Depuis 2008, Amadou Seck est charretier et partage son quotidien avec son cheval. Il est impensable pour lui de maltraiter son partenaire de travail. Le matin, on peut faire au moins 3 courses. Ensuite, vers 14 h, on fait une pause car c'est le moment où le soleil tape le plus. Nous reprenons le travail vers 17 h jusqu'à la nuit tombée. On dépense au moins 3 500 francs pour la nourriture des chevaux tous les matins. Nous passons tellement de temps avec eux que je ne comprends pas comment on pourrait mettre en danger leur vie lors des courses ou autres. Si je perds mon cheval, je dois en trouver un autre et ce sera difficile de recommencer avec un autre. À vrai dire, n'importe quelle personne ici qui a acheté un cheval avec son propre argent ne se permettrait pas de le maltraiter. Je suis même prêt à jurer que la plupart des charretiers préfèrent leurs chevaux aux gens. Carnet de santé vétérinaire, assurance pour le cheval, âge des cochers et limite de poids des chargements. Un arrêté interministériel datant de 2016 régit toutes les mesures relatives au transport par des véhicules à traction animale, mais il tarde à être appliqué. Le ministère de l'élevage doit s'assurer que l'animal est en bonne santé. Le ministère du Transport doit s'assurer que la charrette répond aux normes pour préserver l'animal, mais également pour préserver les personnes qui sont sur la charrette. Et le ministère de l'Intérieur, à travers la police et la gendarmerie, doit s'assurer que les dispositions justement de cet arrêté soient mises en application. De nombreux cochers rencontrés aux parcelles assainies, les communes devraient dédier des espaces pour faciliter l'entretien des chevaux. Une mesure qui pourrait grandement améliorer leurs conditions de travail et la santé des chevaux. 23h, retrouvez sur le Diakhoumpa le bulletin en Wolof Djoukip Ribari. Et puis à 20h30, décortica culture avec Osama Sagna qui a rencontré Docta tout de suite hier avec Sophie Abba. Juste après, Martin Luther King nous inspire avec le professeur Elal Songue Diouf. Excellent week-end à toutes et à tous. Vous retrouvez pour le 19:45 du week-end à demain Anouchkaba. Bonsoir.